Allez-y, je ne vous vois pas. Oui, allez-y. Bonjour, Émilie Couder, je suis installée en Sud-Seine-et-Marne. Déjà, une petite remarque. Pour parler des compétences psychosociales, on a 4 femmes. Ok. C'est vrai. Voilà. Messieurs, vous en prie. Et puis, toujours le même constat, l'école va pas très bien, la santé c'est compliqué, l'aide sociale à l'enfance, on n'en parle même pas. On fait comment ? Parce qu'on le sait en médecine générale qu'on a besoin de tout ça. Enfin, je pense qu'on a un certain nombre à s'en être rendu compte, mais on fait comment en pratique ? Je veux bien commencer, mais je pense qu'en pratique, alors moi je suis facilitée par le fait que je travaille en maison de santé et qu'on a des espaces pour en parler, de qu'est-ce qu'on fait d'autre que comment est-ce qu'on fait d'autre chose que du soin. Je pense que ça nécessite déjà d'avoir envie, d'accepter de se dire que à court terme, c'est prendre du temps sur d'autres choses, mais qu'en fait on pourrait passer notre vie à faire des consultations, à 50 consultations par jour qui ont peu d'efficacité en réalité. Donc je pense qu'il faut réussir à travailler sur notre culpabilité qui est, ah là là, si je prends 2 heures à faire 2 heures, on va dire une fois par mois, à proposer des ateliers, à les discuter, parce qu'en fait c'est pas très compliqué, hein, c'est des capacités d'animation, je vais aller échanger avec des jeunes, je me tais sur ce que moi j'en pense, je les laisse parler. Et j'utilise des outils validés et je pose un cadre rassurant, bienveillant, et on y va quoi. Enfin je caricature un petit peu, mais c'est pas, on fait des choses bien plus compliquées au quotidien, je pense. Je pense que c'est un engagement pour l'avenir, c'est mettre une bille pour ensuite voir des fruits plus tard. Donc je pense qu'il y a un changement de paradigme à faire dans nos activités de soins qui sont, ok, on peut faire du soin, on peut faire du soin, on peut faire du soin. Moi qui travaille beaucoup sur la psychothérapie, la santé mentale, on voit aussi la limite des consultations de 20 minutes pour accompagner une personne qui ne va pas bien. Et on voit la limite quand on récupère un ado de 15 ans qui ne va pas bien depuis 4 ans, on s'en est pas rendu compte, on aurait peut-être pu lui proposer des choses avant, mais en fait, tant qu'il n'y a pas de problème, on se dit que, tout le monde se dit qu'il n'y a rien à faire. Mais comment on les fait venir, du coup ? Parce que la problématique, c'est qu'on ne les voit pas, ces gens-là. Et que le soin, on est encore... Alors, il y a des choses qui ont changé, mais on est toujours dans cette urgence du soin, de quelque chose que nous, on ne veut plus prendre en charge. Et c'est ça qu'on veut prendre en charge. Mais comment on les fait venir, les patients ? Moi, je veux bien... j'ai l'appellation MSP, on est en train de faire des locaux pour faire tout ça, mais on les fait venir comment ? C'est moi qui vais au collège, c'est moi qui vais à l'école, ça ne me pose pas de problème, hein. C'est vraiment une question, comment on fait pour le faire ? Merci beaucoup pour votre question. 2 éléments par rapport à votre questionnement. Le premier, il est d'ordre un peu institutionnel, et donc je pense que Madame Janel va revenir dessus. Le fait qu'on ait cette stratégie interministérielle est véritablement un levier, parce que on a enfin un socle commun, une culture commune autour de ce que l'on a à faire, avec des objectifs dédiés et avec la mise en place des comités territoriaux, l'ensemble des professionnels qui est réuni pour coordonner les actions en matière de CPS. Donc ça apparaît comme étant un véritable levier pour amorcer une mobilisation collective, quels que soient les secteurs, en matière de CPS. Mais ça, du coup, Madame Janel reviendra là-dessus. Le deuxième point, en lien avec ce que j'ai présenté tout à l'heure, effectivement, vous avez vu que les CPS, en termes de critères qualité, il y a bien évidemment chacun en tant que professionnel, mais il y a avant tout collectivement et comment on transforme les environnements. Et donc, effectivement, en ayant cette stratégie commune, vous avez compris que les milieux s'engagent, enclenchent des réflexions. Je vous ai donné ici un certain nombre d'exemples en milieu scolaire. Et donc, effectivement, puisque désormais on va avoir un langage commun autour de ces éléments-là, il est plus facile de réussir à travailler ensemble. Et donc, effectivement, d'aller vers, par exemple, le milieu scolaire qui va venir vers vous ou inversement. Mais en tout cas, il y aura une meilleure réception autour de ça, puisque déjà chaque milieu est en train d'enclencher une réflexion autour de ça. On a un cadre commun, on a des dispositifs du coup de coordination en local. Donc, c'est véritablement un levier. Vous avez vu dans l'exemple que je vous ai présenté également sur un territoire, à Clermont, comment on a réussi à travailler à l'échelle du territoire en mobilisant la crèche, en mobilisant l'école, en mobilisant une structure associative. Et on va poursuivre, on va aller encore plus loin. Là, c'était le début de la réflexion, on ira plus loin, il y a également une maison de santé qui s'est implantée. On ira également du coup sur ce volet-là. Oui, dans la suite de ce que vient de dire Karine Simard, effectivement, cette stratégie donne des possibilités qui n'existaient pas avant. Il y a plein de projets qui se sont mis en place ou qui vont être mis en place en intersectoriel, que ce soit à l'échelle d'une commune, d'une ville, d'un territoire.
Et on a 15 ans pour monter mettre en œuvre complètement cette stratégie. Donc ça laisse un petit peu voir venir. Dans chaque région, il va être progressivement mis en place des pools de formateurs et d'experts qui pourront être des référents pour tous les secteurs, y compris bien sûr le secteur santé. Par ailleurs, il ne faut pas s'oublier non plus, c'est-à-dire que vous aussi, le fait de développer les CPS, de les renforcer, peut vous aider dans votre pratique et pour faire face à des situations difficiles. Donc, il y a eu un programme validé, par exemple, que je connais, qui est très bien, qui est le CBSM, qui est un programme de gestion du stress et qui a été développé au départ pour des patients avec des pathologies chroniques et juste après pour des soignants. Et il a été, d'ailleurs, il y a eu une expérimentation qui a été faite pour des soignants qui étaient confrontés à la prise en charge de patients Covid graves. Donc voilà, il y a des ressources pour vous, pour faire face aux situations difficiles. J'étais à la session suicide hier, où il y avait la question justement d'être en capacité d'identifier des patients à risque de passage à l'acte, mais également comment le médecin faisait face après quand malheureusement dans ces patients, et une étude montrait que c'était quand même, ça concernait à peu près tous les médecins généralistes en exercice, qu'à un moment ou à un autre, ils vont être confrontés au suicide d'un patient. Donc pour eux, c'est pareil, comment faire face à cet événement, comment aider la famille. Là aussi, les CPS peuvent aider. Donc ce climat où on développe ces CPS et où on le met en œuvre dans sa pratique quotidienne, déjà c'est un début. Après, si vous avez la possibilité d'aller plus loin, de participer à ce qui est mis en œuvre dans de là où vous exercez au niveau de la commune ou autre, ou de monter des ateliers dans une maison de santé, ça peut être la seconde étape où laquelle vous jouerez un rôle plus construit dans la mise en œuvre de la stratégie. Ça peut se faire progressivement et vous aurez certainement les opportunités de le faire et on s'efforcera d'apporter le soutien nécessaire en termes de support et de formateurs et d'experts vers lesquels vous pourrez vous retourner, vous référer si vous en avez besoin. Merci. Pauline, tu voulais intervenir ? Oui, bonsoir. Pauline Girard, moi, je suis médecin généraliste sur Grenoble et enseignante également au département de médecine générale. Alors, j'avais un témoignage, mais qui a été un petit peu développé là. Justement, nous, on a mis en place un programme CBSM déjà à viser des internes en médecine générale et maintenant pour les professionnels de notre structure de santé. Et on voit vraiment l'intérêt à la fois dans le fait de comprendre ce que sont les compétences psychosociales, les développer pour soi-même et dans tout ce que ça apporte sur la gestion du stress et derrière pour mettre ça en place dans nos consultations. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée de pouvoir le mettre en place aussi pour les étudiants de façon plus large. Là, on est en train de tester de l'intégrer au sein du programme du département de médecine générale. Et j'avais aussi une question, c'est par rapport à la grille d'auto-évaluation de son programme. Est-ce qu'elle est plus compréhensible que la grille d'auto-évaluation des CPS ? Parce que, alors justement, pour avoir fait le CBSM, on a utilisé la grille d'auto-évaluation en étant professionnel de santé, et je pense avec une littératie en santé qui n'est pas trop mauvaise. Je ne sais toujours pas répondre à est-ce que je connais les différentes dimensions du soi psychologique et est-ce que je connais le rôle et les limites de l'image de soi. Donc vraiment, je pense qu'il y a un petit effort encore dans les compétences psychosociales et de tous les outils qui sont fournis à les rendre compréhensibles pour des gens qui n'ont pas fait un Master 2, voire un doctorat de psychologie. Merci pour la proposition et puis à la fois la remarque. Bon, j'espère à travers la présentation que les critères du coup ont été un peu clarifiés. En tout cas, j'espère que ça a été le cas. Et ensuite, effectivement, je pense que voilà, j'ai conclu là-dessus sur la grille qualité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment la voir comme étant une ressource. C'est-à-dire que vous avez vu la grille d'auto-évaluation avec le détail juste après. Je pense effectivement que par rapport à votre remarque, il faut réussir à s'en saisir collectivement autour de ça. Et donc, vous avez vu qu'il y a 3 grandes catégories. Il y a à la fois ce qu'on a réussi à mettre en place à l'échelle de l'environnement,
D'accord ? C'est-à-dire, effectivement, bien évidemment, que développer des pratiques individuelles, c'est important, mais bien évidemment qu'elles soient en cohérence avec la façon dont on pense l'environnement, dans la qualité des relations et la qualité de l'environnement physique. Donc ça, c'est un critère, l'environnement. La deuxième chose, c'est en lien avec une qualité d'implantation, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on va proposer, ce que vous faites déjà, en matière de formation et d'accompagnement, comment on va former et accompagner dans une logique qualité les professionnels. Donc vous voyez, ça, ce sont les deuxièmes critères qui sont détaillés après en sous-critères. Et les premiers critères, le premier pool de critères, c'est en lien avec la qualité des pratiques, c'est-à-dire effectivement s'assurer que les pratiques soient assez variées. J'ai parlé de rituels, j'ai parlé de pratiques informelles, j'ai parlé de pratiques dédiées, parce que plus on va être sur une variété de pratiques et de familles de situations, plus on va enclencher des méthodes pédagogiques qui vont être différentes. Et donc ça, c'est un des critères. Et effectivement, après, l'autre critère, c'est que ça s'inscrive dans le temps et qu'il soit suffisamment séquencé, qu'il utilise des pédagogies, mais aussi qu'il soit partagé collectivement. Voilà. Donc je ne sais pas, quand je vous le dis comme ça, voilà, si c'est compréhensible, mais en tout cas, c'est dans cet esprit-là que l'on a travaillé, que l'on a capitalisé et que l'on a recensé. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le point d'attention, c'est cette grille, il ne faut pas la prendre comme étant une liste à l'après-vert, mais bien comme des entrées possibles pour progressivement, du coup, réfléchir à la façon dont on peut mettre ces critères en interaction, parce que vous imaginez bien qu'effectivement, des professionnels qui ont des pratiques de qualité en matière de CPS, si elles ne sont pas partagées, c'est un peu compliqué, du coup, bien évidemment pour les jeunes ou pour les adultes. Et si c'est dans un environnement, du coup, qui est un environnement qui est plutôt, j'allais dire, pas propice, qui n'est pas pro-CPS, c'est quand même aussi compliqué, après, bien évidemment, au quotidien, de continuer à renforcer ces CPS. Donc, c'est cette idée d'interaction, du coup, des facteurs. Bon, je prends note de votre remarque. De toute façon, on en avait conscience parce que donc la grille, je vous rassure, la grille d'évaluation d'une action, elle n'emploie pas de termes qui soient, je pense, difficiles si on n'a pas fait un master de psychologie, ce qui n'est pas mon cas, ce qui est mon cas d'ailleurs. Et elle est utilisée actuellement très fréquemment par les agences régionales de santé. Donc c'est pareil, eux, c'est pas la plupart ne sont pas des psychologues, donc ils arrivent à l'utiliser. Là, effectivement, vous avez raison. Ce qu'on a appelé grille d'évaluation de ses propres CPS, c'est pas le terme qu'on aurait dû employer, parce qu'en fait, c'est la liste des savoirs et savoir-faire pour chaque CPS, et ça permet surtout de qualifier une activité, de se dire voilà, cette activité que je vais mettre en place, elle travaille quoi en fait. C'est plutôt ça, parce que s'évaluer par rapport à ça, j'avoue que je ne saurais pas le faire non plus. Bon, donc on va changer le terme, je pense. Et du coup, moi, je confirme, c'est beaucoup plus accessible. Enfin, j'avais pas regardé l'autre, mais en tout cas, c'est accessible et ça fait beaucoup référence à des choses que pédagogiquement, on fait déjà sur le côté universitaire. De, par exemple, dire qu'il faut de la pédagogie active. Ça paraît paraître con, mais voilà. Enfin, en fait, du coup, si on regarde, c'est quand même très... On peut les prendre un par un et se dire qu'on ne les fait pas tous, parce que c'est dans l'expérimentation que j'ai détaillée, on l'avait créé en 2021, l'outil il est sorti en 2022. Donc maintenant, je suis capable de me rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément faites, et pour autant, les jeunes mentionnent des CPS. Alors après, on pourra toujours se poser la question, est-ce que dans un cours ou long terme, ça va être efficace ? Mais en fait, à la limite... c'est déjà bien de commencer par quelque chose en espérant qu'ils seront exposés à d'autres ateliers, d'autres expérimentations ailleurs et que ça peut impulser des choses. Par exemple, je vais donner un exemple aussi tout bête, on en discutait hier en préparant, mais sur les compétences émotionnelles, il y a la capacité à identifier ses émotions. On peut imaginer une maison de santé, un centre de santé, un cabinet, une salle d'attente où en fait il y a la liste des émotions qui est visible. On n'en fait pas grand-chose, mais en fait le patient qui attend un quart d'heure en salle d'attente, il peut se poser la question, c'est quoi mon émotion du jour ? Peut-être qu'il va être amené à passer à la phase 2 qui sera de l'identifier, de la ressentir et de la verbalisation soignant, parce qu'en fait, il se rend compte qu'il est vénère, qu'il est triste, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et on se disait que si c'est des choses qui sont tout le temps visibles, à différents endroits, on en fait un espèce de rituel de, en fait, c'est possible de parler des émotions. Moi, dans mon cabinet, j'ai une affiche avec les émotions, et régulièrement, j'ai des parents qui, avec des tout petits, pour prendre les 5 minutes d'occupation d'où il est en train de pleurer, je l'occupe avec quelque chose, il l'occupe avec, tu vois, il a un sourire, il est content, tu penses que... Et toi, tu as des larmes, tu es triste, bref. Et en fait, je me dis que c'est très bien et que ça me plante une petite graine de, en fait, ici, dans ce cabinet, on peut parler des émotions. Merci de cet échange. Merci. Voilà. Qui nous rapproche un peu de, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le soin. Laurence, est-ce que tu voulais poser une question ? Alors oui. Laurence Compagnon, donc je suis enseignante et médecin généraliste à Créteil. Donc j'ai
quelques idées pour implémenter des choses dans le cursus des étudiants, ça c'est une chose. Mais ce que je comprends de ces compétences, c'est des compétences de vie. Et d'ailleurs, ça avait été dit au départ, le terme en anglais, c'est life skill, je crois. Et je me dis finalement pourquoi on commence pas par faire de l'éducation auprès des parents, parce que à mon avis il faut commencer avant la maternelle, et que déjà très petit, parler des émotions, parler de ce qu'on ressent, identifier les besoins, ça commence pas quand on rentre à l'école. Est-ce qu'il y a déjà des idées d'actions d'éducation à la parentalité? Oui, il y a des programmes d'éducation à la parentalité qui étaient d'ailleurs qui ont été plutôt développés et ciblés des futurs parents ou des parents en situation de vulnérabilité et qui donnent de bons effets. Ça fait partie aussi des perspectives de la stratégie, mais il faut bien commencer quelque part, et c'est quand même plus facile de commencer dans des milieux avec des professionnels en position d'éducation qu'on peut plus facilement former que d'aller former tous les parents. C'est un peu une seconde étape, on a besoin de ces couches de personnes expertes qui vont pouvoir ensuite aider. Dans les PMI, on peut imaginer que on va aider à la parentalité. Vous-même, quand vous suivez des futurs parents, vous pouvez utiliser un certain nombre de choses qui développent leurs compétences parentales. J'en profite aussi pour annoncer quelque chose qui pourra peut-être vous intéresser, c'est qu'on est en train de... ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, dans la mise à disposition d'un programme en ligne, un programme numérique de développement de ses propres compétences psychosociales, qui est destiné aux adultes en position d'éducation. Et là, on est en phase de passer à la création numérique, et donc il devrait être disponible d'ici un peu plus d'1 an. Voilà. Et il y aura un module qui sera mis à disposition à peu près l'année prochaine. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous être utile pour vous. Et il y aura une possibilité justement d'évaluer un peu ces CPS, plus facile que la grille dont parlait Madame, au cours de ce programme. Karine, tu voulais rajouter ? Oui, juste rapidement, en complément, effectivement, il y a un programme qui fonctionne bien en termes d'accompagnement de parentalité. C'est le programme SFSP, qui est pas mal déployé du coup dans beaucoup de régions. Et lorsque ça a été le cas, effectivement, il a produit, en tout cas, on a des évaluations positives en termes de renforcement de CPS des familles. Donc voilà, on peut citer celui-là par exemple. Et puis vous avez raison également sur le fait d'insister que vous avez compris que ce qui compte, c'est le continuum en fait. Je veux dire, tout à l'heure, j'ai parlé d'un curriculum. Ce qui compte, c'est avant tout un continuum. C'est-à-dire, effectivement, d'arriver à mobiliser, encore une fois, toutes les instances, toutes les institutions, tous les dispositifs possibles, de manière à produire effectivement un environnement qui soit pro-CPS en matière d'action. Et donc, en crèche également, vous verrez que dans les dispositifs de capitalisation, il y a également des programmes probants, du coup, qui ont été développés en crèche. Il y a notamment Tina et Tony, voilà. Parlons Bambin, me semble-t-il. Voilà, il y a un certain nombre également de programmes probants de développement des CPS en crèche, parce que bien évidemment que ça commence très tôt, et plus l'environnement est sensibilisé autour de ça, bien évidemment, plus on aura d'efficacité et d'impact. Il y avait une autre question. Bonjour, moi je suis généraliste remplaçant en Ille-et-Vilaine. J'avais une question, je voyais qu'il y avait des associations d'éducation populaire, en tout cas que ça pouvait être un levier, et je me posais la question du coup du scoutisme. En fait, derrière ça, où je me suis dit, ok, en fait, alors autant moi j'en fais pas partie, autant je vois des personnes qui en font partie et qui ont des compétences aussi, qui mettent en place des compétences psychosociales à travers un tissu, à travers toute la France. Je me dis, ok, dans quelle mesure ça peut être un levier en fait qui participe à ça? Eh bien, je te remercie de cette question. Je ne dirais pas que je l'ai dit, mais en fait, justement, l'expérimentation, elle a eu lieu dans ce cadre-là. Je n'ai pas nommé l'asso parce qu'elle n'est pas partenaire de cette plénière. Et parce que c'est dans cette association-là que ça s'est passé comme ça. C'est juste que c'était un milieu propice à ça, public captif, beaucoup d'enfants encore en même temps. Et là où je te rejoins, j'ai pas encore la réponse à ça parce que j'ai pas encore expérimenté moi-même la mise en place d'ateliers en maison de santé, mais il y a quelque chose qui était facilitant pour nous, c'était que les jeunes se connaissaient d'avance. Donc c'est des groupes qui se connaissaient et qui avaient l'habitude d'interagir. Ce qui peut être un frein aussi, parce que s'il y a déjà des conflits, par exemple, ça peut entraîner des régulations qui sont plus complexes. Mais c'est aussi des lieux où il y a une pédagogie particulière qui, en fait, alors ils les nomment pas forcément CPS,
parce que pareil, c'est des pédagogies très anciennes, qui ont plusieurs décennies, même beaucoup plus, très centrées sur la pédagogie, des méthodes de pédagogie active et des méthodes en fait de construction de compétences. Donc, c'est des jeunes qui avaient déjà un niveau de compétence propre qui était assez élevé. C'est des jeunes qui savent déjà identifier leurs émotions, qui savent les exprimer, qui sont en capacité d'accepter une régulation de la prise de parole par des adultes, qui sont même en capacité, pour les plus grands, on leur faisait réguler le groupe par eux-mêmes. Donc en fait, on les laissait, on proposait des fois au groupe d'avoir un jeune de 14, 15 ans qui régulait la prise de parole pour son groupe, quoi. Ce qui permet aussi de laisser l'adulte à une place uniquement de régulation des conflits ou de soutien émotionnel s'il y avait besoin, parce que les sujets dont on discutait pouvaient amener Donc après, je pense que finalement, là où on l'a fait, je pense que c'est un super terrain d'expérimentation, c'est pour ça qu'on l'a construit comme ça. Je pense que là où je rejoins aussi Karine, c'est on a plein d'endroits où les jeunes évoluent. Et en fait, si on s'y mettait tous, et si dans tous ces espaces, il y avait des temps proposés pour développer les CPS, en fait, ce serait plus simple de pouvoir, ne pas avoir l'impression de commencer à zéro et de devoir tout faire, quoi. Et on serait même facilité dans nos lieux de soins en se disant qu'un jeune qui a déjà l'habitude d'exprimer ses émotions ailleurs que chez le médecin, le jour où on a besoin de lui poser la question pour savoir comment il va, en fait, il va être en mesure de mettre des mots sur tout ça, et pas de venir en consultation parce qu'il était tellement vénère qu'il s'est cassé le bras, quoi, parce qu'il s'est mis en danger en faisant du vélo beaucoup trop vite dans une pente. J'exagère, mais on sait que les traumatismes, ça a été longtemps associé au mal-être des jeunes. Ça a été, pour ceux qui sont venus à la communication sur la santé mentale ce matin, on l'a rappelé. Mais donc voilà, je sais pas si peut-être pas une question. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, il y a des lieux où en fait il y a des choses qui s'expérimentent. Et en fait, du coup, ma question, c'était de me dire, est-ce qu'on ne transférait pas ces compétences-là psychosociales avec tout ce référentiel à leur structure pour faire en sorte que, du coup, ça prenne un volume, en fait, au niveau national, qui puisse récupérer ces compétences-là? Il y a une partie de ta phrase que j'ai pas entendue, et du coup, qu'on transférerait à qui? Au scout, par exemple. Ah. Ce type d'association, c'est-à-dire que comme ça peut être un relais en fait de quelque chose qui ressemble en fait, que leurs compétences, en tout cas leur façon de voir, soit plus, on va dire, basée sur les sciences, et du coup, qui soit dans un développement en fait plus concret. Alors, vous avez vu, tous les secteurs que vous mentionnez sont concernés, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui sont en cours ou en préparation dans le milieu du sport, l'extrascolaire, le périscolaire, puisque l'idée c'est qu'il y a un continuum. Et pour aller un petit peu plus en concret, je sais que dans la région Centre-Val-de-Loire, pour citer Orléans, il y a une expérimentation qui est en cours et qui, a priori, donne de très bons résultats dans 2 quartiers sensibles de la ville, où ils ont mis en place un programme de développement des compétences psychosociales chez les enfants, et je crois que c'est allé jusqu'au collège, mais ça je suis pas sûre, qui couvre le scolaire, le périscolaire et le sport, les clubs de sport. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire, et il est évident, vous avez raison, que tous ces milieux où les enfants vont régulièrement, que ce soit les clubs de sport, les centres de loisirs, les colonies de vacances où ils sont quand même pendant un petit bout de temps, donc on a le temps de faire quelque chose, sont des milieux tout à fait propices à mettre en place des activités de développement des CPS, et surtout et de faire un environnement propre aux CPS aussi. Merci. Et j'ajouterais que je pense qu'il y a des choses qui se font déjà, en fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté de ces associations, peu importe lesquelles, de faire des choses comme ça, en effet d'entre guillemets d'appuyer leurs pratiques sur des pratiques validées, mais il faut qu'ils le demandent, qu'ils en soient moteurs, acteurs, et après libre à eux aussi d'aller récupérer les infos qui existent et qui sont quand même... nous, en l'occurrence, on a monté ces activités en s'appuyant sur ce qui était existant, quoi. Ok, merci. Merci pour l'échange. Il me semble qu'il y avait une dernière question. Ou pas? On a le temps de cette dernière question avant de se quitter. Non, mais en fait, je vous avais déjà plus ou moins répondu. Ma question, c'était justement, je me demandais si finalement, le meilleur endroit pour développer des compétences psychosociales, c'était pas le sport d'équipe ou, je sais pas, un groupe de musique ou des choses comme ça. Et si ça se faisait pas justement un petit peu naturellement dans ce genre d'environnement, en fait, si c'est pas justement le but un peu du sport d'équipe de former les gens à
à avoir des compétences psychosociales, même si c'est pas formalisé, on leur dit pas forcément d'exprimer leurs émotions, mais finalement ils apprennent à vivre ensemble et à gérer leurs émotions, quoi. En fait, le meilleur endroit, c'est tous les professionnels en fait, qui gravitent autour des jeunes, quelles que soient les institutions, quelles que soient les organisations, quels que soient les endroits, parce qu'effectivement, ils ont besoin, encore une fois, d'avoir une cohérence autour de ça, dans ce qu'ils entendent, autour des compétences psychosociales. Parce qu'en fait, dans chaque institution, chaque organisation, il y a des situations différentes qui vont leur être proposées, donc ils vont pouvoir expérimenter leur CPS dans des situations qui sont différentes. Donc c'est vraiment l'ensemble, en tout cas, des professionnels, des structures qui gravitent autour des jeunes, du coup, qu'il est important de réussir à mobiliser. Et par rapport, effectivement, à, vous parliez des clubs sportifs. Les clubs sportifs, vous savez, pour la plupart, ont engagé la démarche de club promoteur de santé. Donc, on voit effectivement que la transformation qui est attendue, c'est bien celle-ci. C'est-à-dire, finalement, comment on réussit, quels que soient les endroits, à transformer en milieu promoteur de santé. Et quand on va transformer en milieu promoteur de santé, il y a forcément une dimension qui renvoie à la question des compétences psychosociales. Et donc, effectivement, c'est un très bon levier. Mais effectivement, je rappelle encore une fois à la nécessité, en tout cas, de réussir à travailler collectivement autour de ça. Plus ce sera partagé, plus on aura d'efficacité et d'impact, parce que plus on réussira à couvrir les critères qualité des interventions, plus on proposera des situations qui sont multiples. Et donc, forcément, plus on aura aussi un plus gros spectre en termes de levier aussi de lutte contre les inégalités. Parce que, vous l'avez compris, les CPS, bien évidemment, n'échappent pas à la règle. Les CPS sont également marqués par des inégalités. Et on sait très bien que, en fonction des jeunes, on réussira à les capter, plus ou moins, en fonction des structures, des organisations et des institutions. Et je préciserai juste dans les critères qualité, le fait de rendre le contenu de ce qu'on fait explicite et la CPS travailler, en fait, c'est quand même important pour qu'il y ait une efficacité. Tu es d'accord avec ça, Dominique? Donc, en fait, il ne faut pas qu'on s'imagine que parce qu'ils sont ensemble, ils vont forcément construire des CPS de qualité. Ce n'est pas forcément le cas. Ça peut nécessiter vraiment de rendre les choses explicites et construits dans ce but-là. Donc après, en fonction des contextes, bien entendu qu'on ne peut pas faire la même chose partout. Il y avait une toute dernière remarque. Oui. Moi, je suis Lise Tecker, je suis médecin généraliste à Gournay-sur-Marne et maître de conférences associée à Créteil. J'ai une ou plusieurs questions pour Mathilde, enfin c'est en lien, plusieurs petites questions par rapport aux ateliers, aux activités qui ont été faites avec ces jeunes. Est-ce qu'il y en a qui sont validés? Est-ce que tu prévois de faire quelque chose pour les transposer dans le soin au sein de la CPTS, au sein de ta maison de santé, et de faire de la recherche dessus et de les valider ou pas? Et est-ce qu'il y a possibilité de trouver ces activités, des fiches ou des choses quelque part, une boîte à outils? Est-ce qu'il y a ça? Déjà, ce n'est pas des outils validés, parce que comme on a fait le choix de faire plutôt la méthode EBM dont je discutais, c'est qu'en fait, ce qu'on a surtout validé, c'est une démarche globale. Et le fait d'utiliser ce qui est validé, c'est les outils d'élaboration. On n'a pas créé, par exemple, des fiches émotions ou des photolangages de nouveau, alors qu'il y en a qui existent et qu'on en a utilisé de l'IREPS. On a utilisé des outils qui ont été créés par différentes boîtes ou associations. Il y en a beaucoup, en fait, si on s'intéresse à l'éducation pour la santé. Il y a quand même pas mal de supports qui existent déjà. Quand on veut faire parler des jeunes avec un support, parce qu'on sait que les supports visuels, c'est quand même un très bon moyen d'élaborer. La question de transposer, je pense que ça fait plaisir à Catherine, ce genre de questions, parce qu'en fait, on se dit qu'il y a probablement des choses à imaginer concrètement pour les étudiants, comme on disait, pour que d'un côté professionnel de santé, on puisse aussi développer nos CPS. Et oui, je pense que si on veut que demain, il y ait des choses qui se mettent en place dans les milieux de soins, et ça fait référence à la première question qui a été posée, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait à minima une boîte à outils avec des choses qui seraient partagées par des gens qui ont déjà expérimenté et qui disent ce genre d'activité, ça fonctionne. Le fait d'avoir une activité isolée, ça ne répond pas à tous les critères de qualité, donc ça nécessite quand même d'aller regarder un peu et de se dire qu'est-ce que j'essaye de cocher pour commencer, parce que juste avoir une activité, si on ne se questionne pas sur nos CPS, si on ne se questionne pas sur la formation des animateurs, si on ne se questionne pas sur un espèce de programme avec différentes activités qui se répètent, si on ne se questionne pas sur la durée en fonction de la tranche d'âge, en fait, ça peut ne rien donner. Et ça peut même possiblement être peut-être contre-productif. Donc je pense qu'il y a un enjeu peut-être à avoir un groupe de travail, Catherine. Tout à fait. Voilà. Irène, il y avait une dernière remarque. Je vous remercie très chaleureusement pour les interventions. La session touche à sa fin. Effectivement, l'idée aujourd'hui, et j'espère qu'on vous l'a retranscrite, c'était
repositionner le généraliste par rapport à ses compétences psychosociales, à la dynamique nationale, et de les repositionner, ces CPS, dans nos consultations. Et on voit bien qu'on est à deux endroits de la chaîne. Le repérage, parce que c'est très bidirectionnel, et il va falloir qu'on repère les fragiles parmi les fragiles, les gens qui ont des dysfonctions, pour après pouvoir les identifier comme des très fragiles. Et puis ça a été dit, des programmes, pourquoi pas dans nos CPTS, dans nos maisons de santé. J'espère un congrès l'année prochaine avec plein de retours d'expérience ou d'évaluation d'expérience dans nos cabinets. Et je voulais rappeler aussi notre contexte à nous et la vie du conseil scientifique. Il y a quand même une base commune aussi, c'est l'adversité dans l'enfance, qui est un pourvoyeur, qui est un facteur de risque de dysfonction de ses compétences psychosociales, émotionnelles, cognitives et sociales. Et on a vraiment un rôle, notre conseil scientifique nous l'a redit, de repérer. Juste pour redire aussi, on l'a vu que c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie, les médecins généralistes, surtout les médecins généralistes enseignants. C'est des choses qu'on mobilise en nous avec nos patients, avec nos étudiants. Donc évaluons-nous aussi pour aller bien. Donc évaluez vos compétences psychosociales. On est des boules à facettes d'interaction avec les institutions, notre environnement de travail, nos patients, nos étudiants. Auto-évaluez-vous pour aller bien, prenez soin de vous. Et je remercie encore chaleureusement nos 3 intervenantes, effectivement. Mais voilà.